Alors, l'État russe était un État capitaliste sans bourgeoisie. Au départ, c'est ça. Hein? Alors là où les rapports marchands sont faiblement développés, c'est l'économie mondiale, en quelque sorte, qui passe par l'État pour imposer le développement des rapports marchands là où ils ne sont pas réellement en vigueur. Donc, l'Amérique latine m'a permis au départ d'émettre des hypothèses au sujet de la Russie. Et ensuite, ben, c'est la Russie qui m'a aidé à comprendre un peu ce qui se passe chez nous avec le néolibéralisme qui gangrène nos institutions démocratiques, qui cherche à tuer les débats, et souvent d'ailleurs il arrive à tuer les débats, qui amenuise le pluralisme médiatique, qui élimine diverses instances de délibération au profit des forces anonymes du marché. On le sait très bien en région ici. Pensons à tout ce qui a été éliminé comme instance de délibération dont on se servait en faveur du développement régional, et on comprend bien où tout cela nous mène. Alors la Russie, c'est pour ça que j'utilise l'expression de miroir grossissant, c'est en quelque sorte la caricature des processus qui nous affectent. En Russie, tout est tracé à gros traits. Alors, on voit bien ce qui se passe là-bas par les gros traits, et ensuite, on regarde un peu ce qui se passe ici, et on se rend compte que finalement, il y a des choses assez communes entre eux et nous. On n'a pas de poutine ici, bien sûr, et un certain nombre d'autres choses. On a de la poutine. mais pour le reste, il y a quand même sur le plan politique des choses qui sont relativement identifiables. Alors l'expérience russe démontre l'incompatibilité entre le développement accéléré des rapports marchands capitalistes et la démocratie libérale. On pourrait dire aussi, en termes plus simples, que le libéralisme économique considère de plus en plus comme un obstacle sur sa route le libéralisme politique. On en est au stade où nous devons défendre ce libéralisme politique. À une autre époque, on trouvait ce libéralisme politique trop étroit par rapport à certaines aspirations, et aujourd'hui, on en est au stade de devoir défendre ce libéralisme politique contre le libéralisme économique. Alors, chez nous, le néolibéralisme constitue également une accélération de la marchandisation. Évidemment, ça paraît un peu moins qu'en Russie. La Russie partait de zéro, partait de la propriété d'État pour passer à la propriété privée, de rapports fondés sur, je dirais, la planification de type bureaucratique pour passer aux rapports marchands proprement dit. Karl Polanyi avait déjà un autre auteur qui fait sourire mon collègue Pierre-André. Karl Polanyi, et on peut comprendre, étant donné ses liens avec le CRISE, avec Margie Mendel, avec qui je suis allé en URSS, et il peut constater comme ça que tout s'enchaîne effectivement. Alors oui, Margie m'avait parlé de Karl Polanyi, pour expliquer, entre autres, ce qui m'a amené donc à aller examiner un peu ce que Polanyi avait écrit. Alors, Polanyi a écrit que l'économie capitaliste la plus libéralisée exige la puissance de l'État pour l'imposer. Hein? L'idéologie dominante aujourd'hui, le néolibéralisme, nous dit, essaie de nous faire croire que la non-intervention de l'État, c'est ça qui est naturel, entre guillemets. Alors qu'en réalité, ce qui est naturel, entre guillemets, c'est le contrôle des rapports marchands. C'est l'orientation de l'économie dans un sens ou dans l'autre. Hein? Et que donc, l'inverse exige un État qui l'impose avec toute son autorité. Donc, le néolibéralisme demande un État qui agit avec une certaine autorité pour être en mesure, donc,
de l'imposer. Alors, la Russie connaît finalement la même chose, mais évidemment de façon plus brutale. C'est une forme plus violente puisque la Russie partait à zéro. Alors en Russie, on a éliminé tous les aspects sécurisants de l'Ancien Régime. Bon, l'Ancien Régime, oui, c'était une dictature. Oui, le niveau de vie était modeste, comparable à l'Europe du Sud à l'époque, ce genre de choses. Mais l'ancienne URSS, c'était aussi le plein emploi, le prix des produits de consommation de base qui étaient subventionnés, c'est-à-dire le logement qui coûtait, je me rappelle mon premier cours sur l'URSS avec Jacques Léveille, il nous dit à nous qui étions étudiants, qui vivions en appartement, un logement en Union soviétique coûte environ 8 $ par mois. Bon. Alors, bon, ça fait partie de la sécurité économique. Le pain, le prix du pain, écoutez, j'ai étudié le russe à Moscou en 1991 et c'était encore Gorbatchev qui était le président du pays et Gorbatchev a procédé à la première hausse du prix du pain quand j'étais là-bas, la première hausse du prix du pain depuis Staline. Imaginez si aujourd'hui encore on payait le prix du pain de l'époque de nos grands-parents. Ça signifie que les gens, les sans-abri qui ne peuvent pas se payer de pain dans les circonstances pareilles pourraient évidemment le faire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du régime soviétique. Hein? Moi-même, là-bas, j'ai participé à des manifs contre le régime et de faire disparaître la dictature, ça a été une excellente chose, le monopole politique du Parti communiste, tout ça, c'était très positif de s'en débarrasser. Mais de se débarrasser de la sécurité économique qui existait auparavant, ben là, c'est une autre question dont on pourrait discuter. Alors, c'était vrai aussi pour les vêtements pour enfants qui étaient subventionnés, le transport en commun. Le transport en commun, prendre le métro quand j'étais là-bas, pour les Soviétiques, c'était à peu près l'équivalent de Saint-Saëns. Hein? À Montréal, hein, on le sait, il y a des gens qui, bon, c'est pas toujours nécessairement la vraie raison, mais qui nous demandent de l'argent pour prendre le métro. Hein? C'est rendu au moins 3 $ prendre le métro à Montréal. Et c'est pareil aussi pour les vacances. Tout le monde pouvait prendre des vacances en Union soviétique, alors qu'aujourd'hui, c'est une minorité maintenant qui a les moyens de prendre des vacances. Quoique ça s'est amélioré un petit peu au cours des dernières années. Et on avait droit aussi à une pension décente. Donc, c'est ce qui s'est produit dans la Russie post-soviétique, c'est-à-dire cette perte de tout ce qui constituait la sécurité économique minimale qui existait auparavant. Alors chez nous, ça prend une forme plus douce, mais néanmoins perceptible, c'est-à-dire les compressions dans la santé, l'éducation, l'assurance-emploi, l'aide sociale, d'autres services sociaux, les salaires réels qui n'augmentent plus depuis la fin des années 1970 et bien d'autres choses encore. Alors la vitesse, c'est aussi un autre élément important de la vie politique. En Russie, ça a été la thérapie de choc. Pourquoi la thérapie de choc? Parce qu'on se disait, là, nous, les dirigeants libéraux de la Russie post-soviétique, pour l'instant, nous sommes populaires. Mais notre niveau de popularité ne durera pas éternellement. Alors, il faut entreprendre cette transition au capitalisme de manière accélérée avant que la population change d'avis. La même chose, d'ailleurs, s'était produite juste avant en Pologne, parce que là aussi, il y a eu une thérapie de choc. Donc, ne pas laisser le temps à la population d'élaborer un projet de société alternatif. Chez nous aussi, la vitesse, ça joue dans les décisions de nos gouvernements. Hein? On le fait pour éviter des débats. On nous met très souvent devant le fait accompli, y compris les parlementaires eux-mêmes qui sont placés devant le fait accompli. Alors, dans tout le pays capitaliste, l'État joue un rôle fondamental dans la détermination du taux d'exploitation
par le biais d'un régime salarial particulier et de la politique sociale. Alors, le néolibéralisme consiste précisément en une offensive du capital contre le travail salarié, au même titre que la thérapie de choc et le développement des rapports marchands et capitalistes en Russie servaient précisément à donner naissance à cette classe de capitalistes qu'on appelle en partie aujourd'hui l'oligarchie, parce que c'est même encore aujourd'hui, c'est pas à proprement parler une véritable classe sociale. Donc, transformation des rapports sociaux dans le but d'augmenter le taux de profit. Alors, tout ça, donc, diminue la marge de manœuvre de l'électorat quant à la possibilité d'imposer ses propres choix sociaux et environnementaux sur une base nationale, là où s'exerce une démocratie libérale formelle. C'est vrai aussi pour la fiscalité, car chez nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Et Couillard l'a encore fait il y a quelques jours. Nous devons encore baisser les impôts, taxes sur le capital qu'on abolit, puis les impôts sur les grandes fortunes, parce que si on ne le fait pas, ben, la concurrence internationale va permettre à ces gens-là d'aller ailleurs, et donc nous allons perdre des possibilités d'investir chez nous. Hein? C'est le chantage habituel à la délocalisation. Hein? Car on sait qu'auparavant, à l'époque du Fordisme, Henry Ford, bon, il était bourré de défauts, il était antisémite, des tas de trucs. Mais il avait compris en son temps que pour que l'économie roule, il disait que il faut que mes travailleurs et travailleuses, quoique ça devait être surtout à cette époque-là des travailleurs dans l'industrie automobile, gagnent suffisamment d'argent pour être capables d'acheter les voitures qu'ils fabriquent. Ce qui a donné, ce qui a un peu symbolisé l'idée voulant que la redistribution de l'argent dans les poches des travailleurs et travailleuses, ça permettait donc de stimuler la demande et de faire rouler l'économie. Avec le néolibéralisme, on s'est dit, on n'a plus vraiment besoin de passer par l'augmentation de la demande, j'allais dire, des salaires, puisque l'augmentation des salaires diminue le taux de profit. Nous pouvons compenser cette diminution nous pouvons compenser cette renonciation à une hausse des salaires en ayant recours à l'exportation. Nous allons compter sur les marchés mondiaux désormais, et donc nous allons exporter. Et en exportant, on n'a plus vraiment besoin d'augmenter les salaires chez nous, et de cette manière, nous allons pouvoir maintenir un certain taux de profit. D'où la libéralisation des échanges qui s'est accélérée dans les années 1980. C'est exactement ça qui se produit, et c'est ce qui fait que, contrairement à la période précédente, où on assistait à une amélioration réelle du pouvoir d'achat de 5 ans en 5 ans depuis la Deuxième Guerre mondiale, désormais, les salaires des travailleurs et travailleuses, en général, surtout dans le secteur industriel, ont tendance à plafonner. Et comme ça plafonne dans le secteur industriel, il n'y a pas vraiment d'effet d'entraînement dans les autres secteurs de l'économie. Bon. Alors, c'est pour ça, donc, disais-je, que la fiscalité, elle est changée aussi, et elle est changée de manière à profiter autant que possible au capital dont tous les pays ont nécessairement besoin. Je donnais un cours cet après-midi sur les firmes multinationales, et j'ai rappelé une citation d'un sociologue allemand à mes étudiants, et il disait ceci: la pire chose qui puisse arriver, attendez, j'essaie de me rappeler exactement, et il disait que la pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas que les multinationales viennent chez nous.
la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'elle ne puisse pas venir chez nous. En tout cas, ça ressemblait à peu près à ça. Et moi, d'ajouter quelque chose que je rapportais à l'époque où, ayant fini mon doctorat, j'avais beaucoup de difficultés à trouver du travail parce que trop diplômé pour certains emplois, je faisais peur. Et les postes à l'université étaient plutôt rares. Je disais, vaut mieux être exploité que pas exploité du tout. Hein? Bon. Alors, tout ça pour dire que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où les salariés sont considérablement affaiblis. De leur côté, les partis de la gauche traditionnelle ont renoncé, et Bernard en a parlé tout à l'heure, ont renoncé à leur programme réformiste axé sur le plein emploi et l'État social. Alors, cette situation a provoqué un rétrécissement du spectre politique, ce qui a entraîné à son tour la chute de la participation électorale. Et j'ai eu l'occasion de faire une recherche assez rapide là-dessus, et c'est vrai dans tous les pays développés, et ça correspond partout au moment où un virage vers le néolibéralisme a été entrepris. Donc, baisse de la participation électorale, et baisse aussi du nombre d'adhésions aux partis politiques. Au début des années 80, dans le cas du Québec, 9% de la population était membre d'un parti politique. Aujourd'hui, c'est inférieur à 2% de la population qui est membre d'un parti politique. C'est ce qui fait d'ailleurs en bonne partie que les résultats électoraux sont bien plus imprévisibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Alors, pour reprendre le bon mot de Jacques Généreux, un auteur que j'ai découvert récemment, c'est l'alternance sans alternative politique. Nous sommes exactement dans cette situation-là aujourd'hui. Les partis se succèdent au pouvoir, c'est l'alternance, mais il n'y a pas d'alternative car il n'y a pas de changement. Alors, le divorce entre une partie grandissante de la population et le régime socio-économique qui est en place devient de plus en plus apparent. Alors tout ça, la Russie l'a connu d'une manière infiniment plus rapide et brutale. Et c'est à ce titre qu'on peut la qualifier de miroir grossissant d'une dérive qui concerne toute l'humanité. Je vous remercie. Oui. Maintenant, j'invite